Donc nous sommes avec Marion Sigaud pour les non-alignés. Cette interview fait suite à la conférence que vous avez donnée là, à Égalité et Réconciliation à Nice. Donc est-ce que vous pouvez vous représenter et en fait nous parler vite fait de vos premiers travaux sur le sionisme et votre expérience dans les kibboutz? Je suis allée au kibbutz pour la première fois en 1972, j'avais 21 ans, et je voulais juste tenter l'expérience parce que j'étais vraiment en souffrance, en recherche de repères et d'expériences un petit peu passionnantes et qui puissent me tirer d'une famille très pathologique dans laquelle je souffrais beaucoup. Et j'étais juste venue pour voir et je suis tombée vraiment amoureuse à la fois d'un style de vie et d'une ambiance générale qui était vraiment ce que je recherchais, une vie de village, une espèce de solidarité. Et mon expérience du kibbutz, je peux dire que ça m'a sauvée, ça m'a remise à l'endroit. Je crois que mai 68 m'avait tout remis à l'envers, tout mis à l'envers. J'ai grandi dans un catholicisme à la fois très tolérant et très, très sincère. J'étais très convaincue d'être catholique et après mai 68, tout a été bouleversé, tout ce qui était blanc est devenu noir. Et je suis rentrée dans une sorte de négativisme qui était abondamment entretenu par la gent gauchiste à l'époque. Et ça rendait dingue, quoi. Et comme j'avais pas de famille pour m'aider à me structurer, en arrivant au kibbutz, j'ai commencé vraiment à devenir moi-même et à sentir qu'il y avait des valeurs qui étaient universelles, qui étaient là appliquées, le respect des gens, le respect de l'autre, le respect de la parole, le respect du travail, le respect de moi-même. C'est vraiment là que je l'ai appris. Et en plus, le kibbutz, c'était un mode de vie qui me convenait tout à fait. Je trouvais ça absolument génial. Bon, je ne veux pas dire en 2 mots ce que c'est qu'un kibbutz, mais c'est un mode de vie communautaire duquel on devrait vraiment s'inspirer si on veut trouver des solutions à un certain nombre de problèmes d'ordre social. Je veux dire, au moment du grand effondrement, ceux qui s'en sortiront seront ceux qui seront en commun. Et l'expérience du kibbutz, c'est quelque chose qui peut donner beaucoup de pistes. C'est certainement une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Bon, maintenant, ça n'existe plus en tant que tel. Hein. C'était en quelle période aussi Moi, j'y étais en 71-72 et j'ai continué d'y aller jusqu'en 87. Alors, j'y vivais pas, hein, je vivais en France, mais j'y allais, j'y retournais, j'ai appris l'hébreu. Alors, mon expérience par rapport au sionisme, quand j'étais là-bas, j'étais ni sioniste ni anti-sioniste, j'étais au kibbutz. Je m'en fichais un petit peu, je ne regardais pas ailleurs. Les gens savent peut-être pas, on pouvait y aller sans être forcément dans l'idéologie sioniste, absolument. Comme une expérience un peu communautaire. Absolument, voilà, absolument. On pouvait y aller parce que le kibbutz aimait bien recevoir des gens de l'étranger à qui il donnait la possibilité de partager sa vie pendant quelques semaines ou quelques mois, sans être forcément juif, ce qui était mon cas, et sans avoir l'ambition de rester, ce qui était mon cas. Simplement, pour eux, c'était une façon de faire connaître leur style de vie. Et, bon, alors j'ai appris plus tard que c'était un mode de propagande pour le sionisme. C'est certain que ça l'a été. Mais je ne l'ai pas vécu comme ça, on ne me l'a pas présenté comme ça et on ne m'a rien demandé. On ne m'a pas demandé de promouvoir quoi que ce soit. Par contre, ce que j'ai pu faire, et je ne m'en suis pas privée, c'est quand je suis revenue en France, de remettre à l'endroit toutes les conneries qu'on disait sur le kibbutz. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas à défendre le point de vue des Israéliens contre les Palestiniens, mais toutes les âneries, toutes les bêtises que j'entendais dire sur le kibbutz, j'avais vraiment envie de les remettre à l'endroit. Et c'est vrai que les antisionistes racontaient n'importe quoi sur le kibbutz. Et c'est même à se demander si les antisionistes en question, ils ne faisaient pas exprès de raconter des fadaises pour renforcer presque pour renforcer l'État d'Israël finalement, enfin, ou la cause la propagande. Parce que des gens comme moi j'ai grimpé au rideau plusieurs fois et je suis même encore capable de grimper au rideau si j'entends dire des âneries sur le kibbutz. Le kibbutz, ça a été une chose très précise. Et c'est pas de me défendre que de défendre la vérité. Moi, de toute façon, je défends la vérité par rapport au mensonge. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, sur le kibbutz, j'ai vraiment des belles choses à raconter. Les mensonges, c'était du genre, c'était des camps militaires, des choses comme ça. C'est ça, c'était que les gens n'avaient aucune liberté, qu'on arrachait les enfants aux parents pour les parquer dans les nurseries, on les surveillait par machin électronique, mais j'ai entendu n'importe quoi. Et alors, on obligeait les gens à travailler, comment ça, tout le monde travaille, hein, on les obligeait. Bon, on m'a jamais mis un fusil sur un tempe au kibbutz pour me demander de travailler, j'étais là pour travailler, je me levais, j'y allais, c'est tout. Et en plus, vraiment, alors moi, il faut que je le dise et que je le dise et que je le redise, les premières fois où j'ai vraiment eu le sentiment d'être respectée comme ce que j'étais, c'est vraiment là. C'est vraiment là.
vraiment. Bon, j'arrivais d'un milieu gauchiste, alors en gauchiste, on n'était jamais suffisamment gauchiste, il fallait toujours plus, toujours plus. Et il n'y avait aucun respect, il n'y avait aucune notion dans le milieu gauchiste dans lequel j'évoluais du respect de la personne et de l'accomplissement personnel. L'épanouissement personnel, c'était pas une valeur. C'était pas une valeur. Il fallait sacrifier pour la cause. Hein. Alors que quand je suis arrivée au kibbutz, j'ai appris qu'on est là pour s'accomplir. Ah oui. Qu'on vit sa vie pour l'accomplir. Et quand j'ai découvert après que c'était une valeur que je pouvais retrouver dans le catholicisme, j'ai été absolument ébobie parce que les premières fois que j'ai entendu ce langage-là, au kibbutz. C'est au kibbutz, c'est avec des juifs. Hein. C'est-à-dire, oui, les animateurs, c'était des juifs. Ah bah c'était des juifs. Laïcs. Les juifs religieux, laïcs. Très, très, très laïcs. Très anti-religieux. Extrêmement mais pas anti-religieux. gauchistes. Bon, il y avait quand même le drapeau rouge sur le château d'eau. Hein. Ah oui, voilà. Ouais. Et le 1er mai, c'était jour férié. D'accord, voilà. Donc c'est une expérience un peu communautaire socialiste, quoi. C'est un peu ça. Oui, mais j'étais dans mon élément, oui, communautaire socialiste, oui, tout à fait socialiste. Ils se revendiquaient du socialisme. Leur truc, c'était socialisme et sionisme. Hein. Ah voilà, oui. Socialisme, tzionut, enfin bon, socialisme et sioniste. Et moi, j'étais bien dans mon élément avec eux. Puis c'est vraiment des gens que j'ai aimés et puis qui m'ont bien rendu, quoi. Je me suis vraiment sentie aimée, je me suis sentie respectée, je me suis sentie que j'avais le droit d'exister. Je dis, hein, ils m'ont vraiment sauvé. Ils m'ont sauvé la vie. Il y a eu une période où c'était la guerre ouverte avec ma famille. C'était épouvantable. Il y a une période où j'ai pleuré à m'en mordre les poings. Et de temps en temps, le téléphone sonnait. Coucou, c'est là, tu viens quand tu veux. Alors est-ce que toujours formidable. C'est formidable. C'est une grande expérience d'amour que j'ai connue là-bas. Mais à quel moment vous avez commencé à voir qu'il y avait peut-être un double fond ou quelque chose où, alors, ça s'est passé de façon très simple. C'est qu'à partir du moment où je sentais que politiquement, ils étaient de plus en plus en danger, puisque je voyais bien la guerre du Liban, enfin, je sentais que le gouvernement israélien virait de plus en plus à l'extrême droite. Hein, c'est ça qui se passait. Moi, j'étais dans un milieu qui se revendiquait de la gauche, et je voyais année après année le gouvernement israélien de plus en plus à droite. La guerre du Liban, ça a été le pompon, quoi. Quand Israël s'est mis à envahir le Liban, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, enfin, c'est pas quelque chose qui ne va pas, c'est que ça s'aggrave. Voilà, quelque chose qui ne va pas, je l'ai vu, mais ça s'aggrave. Donc, je suis allée là-bas pendant cette période de la guerre du Liban, et là, j'ai trouvé mon kibbutz, mais absolument acharné contre la guerre du Liban. Ils étaient absolument contre, ils voulaient que ça cesse, ils n'en pouvaient plus, ils disaient ce Sharon va nous mener à la destruction, on y perd notre âme, c'est pas ça qu'on a voulu. Enfin, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose que je croyais devoir changer. J'ai compris après que ça ne changeait jamais, que ça n'allait pas au-delà des mots. Mais là, j'ai senti vraiment que si ça tournait mal pour l'État d'Israël, eux, c'était des gens qui méritaient, enfin ceux que j'aimais, étaient des gens qui méritaient qu'on se mette de leur bord. Et j'ai un de mes amis proches au kibbutz qui m'a dit que ils avaient un centre d'études arabes où ils enseignaient l'arabe et où ils pouvaient. Donc, quand j'ai pu, j'ai pas pu tout de suite, mais quand j'ai pu, j'ai dit moi ça m'intéresse d'aller apprendre l'arabe avec vous. Il me dit tu comprends, on fait un truc pour la paix, le rapprochement avec les Palestiniens. Bon, c'était ce qu'il me fallait, quoi. Alors il y a eu la guerre de Liban qui tournait mal, et puis après il y a eu je sais plus quoi. Enfin on est arrivé en 85-86, ça s'arrangeait jamais. Non, l'intifada, ça a été après. Je venais de passer un an, 9 mois là-bas quand l'intifada a explosé. Donc j'étais forte d'un diplôme en journalisme. J'ai voulu aller un jour là-bas pour suivre des manifestations. C'était l'époque où les Israéliens manifestaient vraiment très très nombreux pour la paix, pour le dialogue avec les Palestiniens. Arrêtez, on veut la paix maintenant, la paix tout de suite et tout. Donc j'allais à quelques manifs, j'ai vu que les fachos devenaient de plus en plus fachos, que les religieux hystériques devenaient de plus en plus hystériques. Là j'étais vraiment affolée de l'évolution. Et quand cet ami m'a dit qu'ils avaient un centre et que dans ce centre ils apprenaient l'arabe, j'ai dit je veux y aller. Je veux y aller. Donc j'ai obtenu un congé sabbatique de ma boîte, j'étais secrétaire en AFP. J'ai obtenu un congé sabbatique de ma boîte et je me suis inscrite pour apprendre l'arabe avec eux. Et en apprenant l'arabe, j'ai vu les premiers Palestiniens puis alors, en 2 mois de temps, j'avais compris. Tout l'édifice s'est écroulé à une vitesse grand V. Là, j'ai passé des sales quarts d'heure. J'ai passé des sales quarts d'heure parce que mon kibbutz, c'était quand même les gens auxquels je tenais le plus au monde. Hein. Moi, j'avais plus de famille. C'était vraiment. Et là, j'ai vu clairement qu'ils allaient passer leur temps à me mentir
pas mentir, mais mensonge par omission, on dit la moitié du truc, on dit pas, on va pas jusqu'au bout. Et puis, par exemple, le jour, il y avait qui ici avant? Ah, il n'y avait rien. Comment ça, il n'y avait rien? J'ai pas un village arabe là-bas. Bon, j'ai compris toutes leurs contradictions. Puis là, j'ai explosé. J'ai explosé. Et j'ai voulu aller au bout. Alors, ça m'a coûté cher. Hein. Je veux dire, il y a un coup psychologique. Hein. Il y a un coup psychologique qui est dur à ce genre de choses. Mais je dis, ils m'ont appris la leçon. La leçon que j'ai apprise d'eux, c'est on va au bout de soi-même. Eh bien, j'y vais. Voilà. C'est l'hommage que je leur rends. Et c'est tant pis si c'est... Au bout de soi-même, enfin, c'est-à-dire vous êtes allé... Bon, je vais te donner un exemple. Un soir, j'avais une voiture de location, je rentre au kibbutz avec une copine, et sur le bord de la route, un soldat fait du stop. On arrête, on prend le soldat, il s'installe sur la plage arrière avec son flingue sur les genoux, et puis on fait 20 mètres et v'lan 2 Arabes dans les phares. Les mecs, apparemment complètement affolés, donc je pile. Et le gars qui est derrière, il me dit roule, c'est des Arabes. Je lui dis pardon. Il me dit tu vois bien que c'est des Arabes. Je lui dis attends, tu permets? J'ai vu que c'était des Arabes. Ça se voit, hein. Les mecs avec des couffins et tout, là. Bon. J'ai dit mais c'est ma bagnole, hein. Et je baisse la vitre, je m'adresse à eux, je venais d'apprendre les cours d'arabe, donc bon, je m'adresse à eux, et les gars complètement affolés, ils avaient loupé le dernier transport collectif. Alors c'était des gars qui venaient travailler en Israël d'un journée, et le soir ils étaient obligés de rentrer chez eux, c'est bien, hein, c'est-à-dire qu'ils ont le droit. Et si la police passe et les prend, c'est pas un sale quart d'heure qui veut passer, la famille peut passer éventuellement 1 an à rembourser les amendes qu'ils vont leur faire. Je savais ces choses-là. Non mais attends, je savais. Là c'était au bout de quelques mois là-bas, j'avais compris l'oppression des Palestiniens. Dans mon kibbutz, on ne regardait pas, on voyait pas, les Arabes c'était au loin. Bon. Mais si quand on en voit 2 sur le bord de la route, on n'a pas le droit de piler et leur demander ce qu'il y a, là j'ai compris que ça... Bon. Alors le gars me dit... je m'adresse aux 2 Arabes, il n'y avait pas la place, hein. C'était une toute petite bagnole, il y avait moi, il y avait ma copine, il y avait le soldat derrière avec son truc, je leur dis mais... Je suis désolé, je peux pas. Et j'ai vu leur détresse, là. J'ai commencé, j'avais le grelot, là. Je dis, on peut pas laisser des gens comme ça. Bon, et puis, je redémarre, je fais un signe d'impuissance, hein. Puis en plus de ça, je les aurais pris pour aller où? Moi, j'allais au kibbutz, hein. Eux, ils allaient beaucoup plus loin. Bon. Donc, je laisse tomber, et puis, je continue. Et puis, je me fais engueuler par l'autre connard, là, derrière, qui me dit, ah, c'est les Arabes. Et j'explose de colère. Je lui dis, mais t'as pas le droit de dire des choses comme ça. Je lui dis, c'est dégueulasse. Il me dit, il s'arrête pas pour nous, on s'arrête pas pour eux. Je lui dis, t'as raison, compare. Je lui dis, t'as raison. Ta situation d'Israélien avec ton flingue sur les genoux, tu vas comparer avec 2 ouvriers en détresse et tout. Mais j'ai piqué une colère. Je me suis dit, mais vraiment, j'ai senti que j'étais pas de ce bord-là, quoi. Là, vraiment, et j'étais tellement furieuse que ma copine m'a dit, mais tu vas nous faire verser. Je faisais des embardées avec la petite bagnole, puis la route, elle est vachement chaotique pour arriver jusqu'au kibbutz. Bon, puis arrivé au kibbutz, ma copine m'engueule, alors j'ai laissé le soldat se démerder, je l'ai lâché en bas de chez lui, j'ai dit, débrouille-toi, rentre chez toi, j'étais au bord de la crise de nerfs. Et ma copine, entre le kibbutz du gars et mon kibbutz, il restait 5 km, elle m'a fait la morale. Elle m'a dit, Marion, tu ne peux rien faire, tu arrêtes, t'es gentille, t'as bon cœur, t'es mignonne, on t'aime bien comme ça, mais arrête tes conneries. C'est des Arabes, t'es une femme seule, alors j'avais la robe décolletée au ras des seins et tout, bronzée et tout. Elle me dit, t'es dingue, t'as vu comment t'es, tu prends pas 2 hommes comme ça. Et elle me raisonne, elle me dit, maintenant, tu arrêtes. Hein, t'es mignonne, t'es gentille, on t'aime bien comme ça, mais t'arrêtes tes conneries. Hein, t'es ici en Israël. Alors tu vas aller te coucher, tu nous fous la paix, tu te calmes, gna 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 gna. Elle me culpabilise tellement que j'arrive, je me dis, qu'est-ce que je suis con quand même. Oh putain, elle a raison, est-ce que je suis con? Puis je pouvais pas. J'ai dit, je peux pas. Je peux pas, je suis désolé, c'est pas moi. Moi, ils m'ont dit, il faut que j'aille au bout de moi-même. J'ai repris la bagnole, alors j'ai remis un chemisier sur ma robe décolletée. Je suis retourné les chercher. Mais oui, je les ai emmenés chez eux. C'est ça, aller au bout de soi-même. Je dis, je peux pas. Il y a un truc au bout d'un moment. Bon, alors, j'ai envie de garder l'amitié de ma copine parce que je l'aime, et puis je sais qu'elle m'aime. Et elle me dit, si tu veux être chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Elle me dit, ta sécurité avant tout. Ah, t'as raison. Ma sécurité avant tout, non. C'est pas moi, ça. Et ça, c'était une personne plutôt progressiste en plus qui vous disait ça. Ouais. Et là, je dis, moi, je peux pas. Donc, je me suis rhabillée, je suis allée rechercher les 2 Arabes, ils étaient toujours au même endroit. Ouais. Oh, Allah te bénisse. Oh, combien de fois ils me l'ont dit. Je sais pas, j'ai fait 80 bornes, que 70, 80 bornes pour les ramener chez eux. Je pouvais pas, j'aurais jamais pu me regarder dans la glace si je l'avais pas fait. J'ai eu un moment, on fait pour les autres, pour soi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand j'y suis retournée, je me suis imaginé, 3 jours après, me regardant dans une glace et me disant, tu y es pas retourné? Ouais. J'aurais jamais pu supporter cette idée-là.
Et je dis ça, c'est un truc qu'ils m'ont appris. C'est-à-dire, c'est toi, pour t'accomplir, va au bout de toi. Et au bout de moi, c'était d'y retourner, d'aller les chercher. Et là, ça a opéré une rupture de fond avec mon kibbutz. C'est-à-dire que c'était des gens pour lesquels je continuais d'avoir de la tendresse et de l'affection, mais je ne partageais plus l'essentiel, c'est clair. C'est clair. Et là, l'engagement en faveur des Palestiniens, ça m'a coûté ma vie professionnelle, hein, c'est clair. Oui. Mais je ne peux pas renier le bon côté. C'est comme avec mon père. Mon père, il m'a pourri la vie au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais tout ce qu'il m'a donné de bien, je l'ai gardé. Mais là, ce que vous dites, la fin d'aller au-delà de soi-même pour aider des gens. Au bout de soi-même. Voilà, pour aider des gens en détresse comme ça. Est-ce que ça vient de quoi, selon vous? Est-ce que ça vient, parce que maintenant vous parlez du christianisme beaucoup. Est-ce que ça vient de ça, par exemple? Oui, je pense. Et est-ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Je pense que c'est la base. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi qui ai un petit peu étudié le judaïsme quand même, c'est dans la Torah. Hein. Chapitre 21 du Lévitique. C'est dans la Bible. Oui, mais le prochain, voilà, ça rejoint votre exposé sur, après, sur on l'élection et la grâce et tout ça, en fait. Voilà, c'est le ça. prochain, pour eux, c'est peut-être juste c'est l'Israélien. Exactement. Voilà, exactement. Tandis que pour moi, le prochain, c'est celui qui est en face de moi. C'est l'humain. C'est l'humain. Mais quelquefois, je peux faire ça aussi pour un petit chat ou pour un... Ouais. La vie, quoi. La vie. Mais ça m'est vraiment chevillé au corps. Et je me rends compte que quand j'étais toute jeune, enfin avant le cataclysme de mai 68 et de mes problèmes familiaux, je me souviens d'avoir été une jeune fille avec beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Puis après tout ça, c'est devenu des vieilles lunes, c'est devenu ridicule. Arrête, ton côté bonne sœur, ton côté. Donc j'ai mis mon mouchoir dessus, puis j'ai commencé à dire qu'une femme, il fallait que ça soit garce, ça soit. Et c'était pas moi, ça n'a jamais été moi. Moi, je crois que j'ai toujours été une grande gentille. J'ai un cœur grand comme ça, je suis comme ça, mais pendant longtemps, j'ai pas voulu m'assumer. Et je pense qu'il est temps maintenant en France que les gentils reprennent de la fierté. Oui, je suis gentille parfaitement. Oui, non, je suis pas con, je suis juste gentille. Et je suis pas con du tout. Et c'est une grave erreur de me prendre pour une conne, je crois. Hein. Mais c'est vrai que bon et con, c'est vraiment quelque chose. Bon, si c'est ça le satanisme, c'est quelque chose que je peux entendre. Bon et con, on l'assimile beaucoup. Bien sûr. Elle est gentille, donc elle est con. Eh ben non, je suis gentille, mais je suis pas conne du tout. Du tout. Même s'il m'arrive de comprendre le lendemain, mais ça veut dire que mon rythme, il est lent. Ça ne veut pas dire que je suis idiote. D'accord. Donc moi, dès que j'ai compris ça, après, le sionisme, j'ai compris. J'ai vu la somme de souffrance dont ils étaient responsables vis-à-vis des Palestiniens, puis j'ai jamais idéalisé les Palestiniens non plus. Il y a la même proportion de connards chez les Palestiniens que chez les autres. Mais ils souffrent, ils sont vraiment opprimés. Et on ment à leur sujet. Moi, je trouve que la vérité, c'est une valeur en soi. Il n'y a pas besoin de se justifier de dire la vérité et de la rechercher. Je pense que la vérité, c'est une valeur en soi. Et concernant les Palestiniens, ça suffit, les mensonges et les conneries. Et vous pensez, selon votre expérience, ça va aller vers quoi maintenant, l'État d'Israël? Catastrophe. Ils n'ont aucun avenir. Un pays qui se construit un mur dans son milieu, est-ce que vous imaginez qu'il est possible qu'à un moment ou à un autre, ils ne prennent pas le mur en question dans la figure? Il va nécessairement y avoir un moment, un instant T, je ne sais pas quand, où soit ceux qui sont du côté occidental, soit ceux qui sont du côté oriental, puisqu'il y a des Israéliens des deux côtés, ils vont avoir besoin de passer de l'autre côté, ils vont se prendre le mur dans la gueule. C'est une évidence. C'est une évidence. On ne peut pas, à 3 millions, tenir la dragée haute à des centaines de millions autour. Surtout belliqueux comme ils sont. Je veux dire, la paix, elle n'a pas été faite, elle n'a jamais été vraiment envisagée. Je pense qu'il y a un programme de domination là-bas et pas du tout de paix. Donc à un moment donné, il va y avoir la panique. À un moment donné, ça va être la panique. Et le mur, ils vont le prendre dans la figure. Ça me semble une évidence. Est-ce qu'on peut lier cette échéance un peu presque apocalyptique pour eux à la déstabilisation du Moyen-Orient et à tout ce qui se passe en Syrie? Je ne suis pas prophète, je sais pas. Je ne suis pas prophète, je prophétise pas, j'essaye pas. Je ne vois pas comment logiquement ça pourrait s'arranger maintenant pour eux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais comme il continue d'y avoir des braves gens là-bas, je ne leur souhaite pas. Mais je pense que c'est inévitable. Voilà, mais les braves gens, finalement, les citoyens israéliens qui n'ont rien demandé ou qui ne sont pas dans ce délire-là, eux, comment ils voient ça? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils se disent on va devoir partir ailleurs, en Europe? Ils ont la tête dans le sac. Hein. Ils ne veulent pas voir. Je pense qu'ils sont très... Ouais. Je ne sais pas, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. C'est plus tellement mon sujet maintenant. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Mais j'ai vu qu'il y avait des soldats, il y avait des organismes qui essayent de faire parler des soldats pour qu'ils vident leur sac. Et ça m'a beaucoup ému. J'ai vu un reportage comme ça sur Égalité et Réconciliation, ça m'a ému aux larmes. Parce que je sais, parce que j'ai bien connu de l'intérieur, que les soldats qui ont commis des atrocités ou qui en ont vu et qui n'ont rien fait, ils ont des cauchemars pendant des semaines, pendant des mois, quelquefois pendant des années. Et il n'y a pas d'instance
pour qu'ils puissent s'épancher. Et moi, j'ai servi de confidente 2 fois dans ma vie à un soldat qui m'a explosé dans les bras en sanglots, en hurlements, bon, qui voulait épancher leur truc, et j'étais là pour le leur permettre, avec toute l'affection dont je disposais. Et si je n'avais pas été là, il ne l'auraient pas fait. Et j'ai vu qu'il y a des instances maintenant en Israël, et qui sont des instances qui sont pas sionistes, hein, enfin qui sont asionistes, qui donnent aux soldats la possibilité de s'épancher devant les caméras. Et c'est une espèce de truc qui ressemble à Vérité et réconciliation d'Afrique du Sud. Hein, quand l'Afrique du Sud a dit les Blancs et les Noirs, si on ne veut pas qu'ils s'entretuent, il faut que les Blancs acceptent que les Noirs leur disent ce qu'ils ont souffert et qu'ils demandent pardon. S'ils demandent pardon, on leur pardonnera et pourront repartir. Et c'est une espèce de truc magnifique que j'ai vu en Afrique du Sud. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer, c'est une tentative de ça qui est offerte à ces soldats. C'est-à-dire, vous avez commis des atrocités, vous n'allez pas pouvoir les nier, avouez-les, allez-y, parlez. Et on a vu cette soldate qui racontait en essayant de minimiser ce qu'elle avait fait, et on sentait les sanglots qui montaient. C'est simplement la conscience qui lui vient. C'est-à-dire, j'étais très, très, très solidaire de ces choses-là. Et c'est là, je me retrouve. Là, je me retrouve vraiment. J'aurais voulu pouvoir être là en disant, t'as raison, tu fais partie de la grande famille humaine, t'es pas exclu. Vous auriez pu être religieuse, en fait, peut-être, si vous n'aviez pas suivi ce cursus. Religieuse. Non, je sais pas. Renoncer à certaines choses, non, surtout pas, non. Non, je suis pas le genre. Non, je pense que je suis animée certainement de générosité. Non, moi, la renonciation au plaisir du monde, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Je suis une grande sensuelle là, en tout. En tout. C'est les bonnes choses. Je vois pas, je pense vraiment que les religieux, enfin les gens qui font des vœux, sont des gens qui renoncent à des telles choses auxquelles j'ai jamais prétendu avoir le début du commencement d'une velléité de renoncer. D'accord. Et donc, à quel moment vous êtes revenu, pourquoi vous êtes spécialisé finalement un peu dans l'étude du XVIIIe siècle, voilà, et des Lumières, de l'humanisme et du christianisme en fait finalement de cette époque? Le christianisme, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Les Lumières, je les ai croisées seulement. Je me suis lancée dans l'étude du XVIIIe siècle pour avoir la vérité sur un certain Damien, dont je percevais, en lisant un épisode simplement de sa vie, j'ai perçu que c'était une affaire de mœurs, et que l'attentat de ce malheureux garçon contre le roi Louis XV pouvait avoir quelque chose à voir avec le fait que Louis XV couchait avec des petites filles. En tout cas, c'est ce qui se disait à l'époque. Bon, je pense que c'est vrai. Mais vrai ou pas vrai, de toute façon, je sais que ça se disait à l'époque, que le roi couchait avec des petites filles. Moyennant quoi qu'un homme s'attaque à un roi qui couche avec des petites filles, que personne n'émette l'hypothèse que ça puisse être à cause de ça, ça me semblait un peu bizarre. Donc j'ai voulu étudier le truc. En trouvant des indices que mon intuition était bonne, j'ai voulu continuer de chercher, parce que je me dis ça mérite vraiment l'étude. Et une amie m'a convaincue que si j'avais pas de diplôme, je ne pourrais pas. Et c'est-à-dire que je pourrais éventuellement faire le travail de recherche, mais d'abord moins bien, parce que l'histoire à l'université, ça vous donne quand même un métier, c'est quand même des clés, c'est un savoir-faire, c'est du savoir et du savoir-faire. Mais en plus de ça, elle m'a dit, tu n'auras aucune crédibilité, personne ne voudra te publier si tu n'as pas les diplômes. Donc j'ai décidé de reprendre mes études. Et pour l'accès aux sources peut-être aussi? Pour l'accès aux sources, l'accès au savoir, l'accès au savoir-faire. C'est les 3 trucs. Donc j'ai repris mes études. J'ai eu la chance de pouvoir les reprendre parce que j'ai été soutenue, je veux dire à la maison, j'ai été soutenue chez moi. Reprendre des études, c'est plus faire que ça. En plus de ça, j'ai passé 3 ans en 1 an. Donc il fallait que je sois soutenue et je l'ai été. Et pourquoi j'ai découvert les Lumières? Parce que quand on parle du XVIIIe siècle, on croise les Lumières. Pourquoi je parle de Voltaire? Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas faire un pas dans le XVIIIe siècle sans croiser Voltaire. Et c'est à partir de là que je suis tombée sur tous ces sujets. Alors, après avoir soutenu mon DEA, j'avais épais de notes comme ça. Bon. Et j'ai écrit, pour pouvoir écrire mon livre sur Damien et pour pouvoir écrire La Marche Rouge, j'ai continué d'accumuler les notes, c'est-à-dire que j'ai continué la recherche, plein. Donc j'ai des dossiers, mais je ne peux pas dire épais comme ça, parce qu'ils sont tous sur l'ordinateur, mais puis alors j'ai des sauvegardes dans tous les coins et tout. La maison peut brûler, je retrouve mes trucs. C'est un travail de romain que j'ai fait. Et quand j'ai connu Alain Soral il y a 1 an et demi et que je lui ai proposé de faire une série d'articles,
je me suis souvenu que tout ce qu'on m'avait fait retirer de mon livre, parce que ça c'est en trop, ça c'est en trop, ça c'est en trop, c'était sous forme de fiches dans mon ordinateur. Allez hop, j'ai ressorti les fiches, et en les retravaillant, hein, c'était pas du tout cuit, là, mais j'ai retravaillé toutes les semaines, j'ai fait un article, je pensais en faire 4-5, j'en ai fait, je sais pas, 13, 14, puis après c'était lancé, puis après on m'a dit, tu veux faire une vidéo, alors allons-y. Donc en fait, je ressors tout le travail que j'ai fait toutes ces dernières années, je le ressors pour ces vidéos, pour ces trucs, et puis je me rends compte qu'en fait, en l'espace de 10 ans, j'ai accumulé des sources, mais énormes, parce que je travaille tous les jours, tous les jours je travaille, je prends un texte, et puis je retrouve la référence du texte, et puis je remonte, et puis je fais que ça, je fais vraiment de l'histoire, je peux pas dire à plein de temps, parce que je fais plein d'autres choses que de faire de l'histoire, mais tous les matins, entre 5h et 10, 11h du matin, je me consacre à ces lectures, à ces prises de notes, à ces trucs. Et puis bon, depuis que je connais Égalité, Réconciliation et que je commence à avoir une petite audience, ben, je suis demandé partout. Donc à chaque fois que pour venir faire une conférence comme ça, je travaille des heures et des heures et des heures. Oui. Ça me sort pas du chapeau. Hein. C'est du boulot. Bon, puis après maintenant, j'ai d'autres... Alors par exemple, concernant Voltaire, moi j'ai été absolument étonné. J'ai jamais aimé Voltaire. Jamais. Moi, quand j'étais adolescente, j'ai eu un prof d'histoire qui a dit Voltaire, il croyait pas en Dieu. Il était contre la religion, mais il disait qu'il en faut au peuple. Alors là, moi, je trouvais ça, j'étais indigné. Parce que d'abord, j'étais catholique pratiquante à l'époque. Hein, quand j'étais au lycée, j'étais catholique pratiquante. Donc, on puisse estimer que la religion est suffisamment méprisable pour être donnée au peuple, qui est suffisamment méprisable pour qu'on lui donne que de la religion, ça me choquait à tout point de vue. Donc, j'aimais pas Voltaire. Mais quand j'ai découvert à quel point ce mec était dégueulasse, je me dis, mais c'est pas possible de laisser passer des trucs comme ça. On peut pas continuer. En plus, il y a des gens qui savent depuis le début que Voltaire était un monstre, mais c'était d'extrême droite, mais c'était des cathos. Mais moi, je vois plus le monde de la même manière. Hein. Moi, quand j'entends Johan me parler de ce roman, ça me parle pas, c'est pas mon monde, c'est pas le catholicisme tel que je l'ai vécu, c'est pas ça, c'est pas ça que je vivais, c'est pas ça que j'ai envie de vivre et tout. Je respecte, mais c'est pas du tout mon monde. Mais alors l'anticatholicisme, je ne supporte pas. C'est fondé sur des mensonges, des exagérations, la barbe. D'abord, il n'y a pas un catholicisme, enfin si, il y a un catholicisme, je veux dire, il y a vraiment plusieurs façons pour chacun de vivre ses convictions et sa foi. Moi j'ai la mienne, je ne l'impose à personne, mais je ne veux pas entendre dire sur les catholiques les horreurs qui ont été colportées par cette crapule. C'est pas une crapule, c'est un vautour ce gars. Et Voltaire, et la France de Voltaire, le boulevard Voltaire, le lycée Voltaire, le truc Voltaire, il y en a que pour Voltaire. Un jour, je débarque dans un camp de réfugiés à Génine, on me dit Marion, la France, les Lumières Voltaire. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voltaire, c'est la honte de la France. Ce type n'avait aucune morale, aucun scrupule. Alors il est passé pour un grand tolérant. Il n'était pas tolérant. Il accusait tous les gens qui voulaient détruire d'intolérance. C'est pas la même chose. Alors, à quoi est-ce qu'on doit justement que dans l'inconscient collectif, maintenant, le christianisme égale obscurantisme et lumière égale justement lumière. Mais c'est toute la propagande de ces gens-là. C'est toute la propagande de ces gens-là qui ont écrit. Alors, ils ont écrit les programmes scolaires, puis c'est eux qui font les vidéos à la télévision. C'est eux qui font les téléfilms. Vous savez ce que c'est qu'un téléfilm sur l'affaire Calas? Ah, un téléfilm sur l'affaire Calas, le Voltaire. Et alors, il n'en dormait plus. Il n'en avait rien à foutre. Il n'en avait rien à foutre. Il avait trouvé dans l'affaire Calas le moyen de faire passer sa propagande. Il n'avait rien à foutre ni de Calas, ni des protestants, ni de Toulouse, ni de France, ni de Navarre, surtout pas la France. Il n'en avait rien à foutre. Il avait des trucs, j'y viendrai parce que je suis en train de travailler sur Calas. Je ne vais pas dévoiler les trucs maintenant parce que c'est vraiment une grosse affaire. Voltaire est un salopard de A à Z, y compris dans l'affaire Calas. C'est tout, point barre. Et il n'a jamais défendu la tolérance. Il a accusé d'intolérance tous les gens qui voulaient discréditer. C'est pas pareil. D'accord. Et vous pensez qu'à notre époque, on va pouvoir revenir on a l'impression que la société se déchristianise à vitesse grand V depuis complètement, c'est dramatique, depuis Vatican II finalement. Ouais. Et bon, alors justement, on a eu la version un peu de Johan Livernet, ce qui est un peu comme Pierre Hillard qu'on avait vu il y a quelques temps avec notre site, qui est traditionnaliste, quoi, vraiment. Vous défendez plutôt une sorte d'humanisme chrétien, en fait, un peu. Non, moi je défends la vérité, moi je m'en fous. Je m'en fous de ce qui sortira. Moi, ce que je veux, c'est défendre la vérité. Le message évangélique, pour moi, il est absolu. Il est absolu. C'est la beauté, c'est l'absolu. La façon dont ça va tourner, je m'en fous. Que ce soit ce catholicisme-là ou un autre, je veux que le mensonge cesse, que les catholiques cessent de courber la tête devant les mensonges qu'on leur a assénés, qui sachent qu'ils n'ont pas été, que l'Église n'a pas été ce qu'on a dit, que l'Inquisition n'a pas été ce qu'on a dit, que la chasse aux sorcières n'a pas été ce qu'on a dit, que les Lumières n'ont pas été ce qu'on a dit. Après, les gens décideront comme ils veulent.
J'ai pas envie de rentrer dans une chapelle ou dans une autre. Mais moi, quand je vois une église, je rentre dedans. Oui. Je me sens chez moi. Mais enfin, parce que depuis Vatican II, on a changé le cœur de ce qu'est la messe, enfin le sacrifice. Oui. Ça a été changé de telle manière que ça a perdu son sens en fait. Et c'est pour ça que les gens ont déserté les églises. Protestantisé en fait, clairement. Oui, quoi. c'est pour ça que les gens ont déserté des églises. Mais si l'église, pour redémarrer, doit revenir à ses origines, moi je le souhaite, mais je ne me sens pas de militer dans ce sens-là. Je pense que je ne suis pas faite pour ça. Je pense que mon engagement est ailleurs, mon engagement est dans ce que je fais. Je pense qu'il faut faire bien, il faut faire ce qu'on sait pouvoir faire bien. Et je ne crois pas que je serais bonne dans un truc comme ça. Je me sens catholique de racines et de conviction et de cœur, mais je ne me vois pas militer dans un mouvement catholique. C'est pas moi, quoi. Ouais. C'est pas moi. Non, la vie est encore, j'espère, longue. Enfin, moins pour moi que pour vous. Mais bon, je pense qu'il peut encore m'arriver des trucs intéressants, mais j'ai pas envie de m'engager dans ce sens-là. Par contre, je respecte infiniment ceux qui s'engagent de ce côté-là. Et savoir qu'il y a plus de musulmans que de cathos en France, moi, ça me désole. Oui. Vraiment, ça me désole. La France est un pays catholique. La France est un pays catholique et la France est belle. Mais je pense que les gens sont encore catholiques, même s'ils n'y croient pas. Oui. Ils sont catholiques sans le savoir. Je pense que vraiment, c'est ce que je disais quand on dit liberté, égalité, fraternité, que les francs-maçons ont inventé. Ils n'ont rien inventé, ils ont volé le truc, le véritable humanisme. C'est-à-dire, l'humanisme, c'est pas l'homme au-dessus de Dieu ou l'homme sans Dieu, c'est l'homme au cœur de l'action. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça dont on parle. Moi, je suis humaniste, mais humaniste chrétienne. Mais l'humanisme chrétien des jésuites me convient tout à fait. Je veux dire, d'aller enseigner, d'aller aider, cette espèce d'engagement dans la grande famille humaine, mais c'est ça avec un grand respect de la culture de l'autre. Bien sûr, mais comme on fait les jésuites. Matteo Ricci, qui devenait presque chinois pour essayer de convertir les Chinois. Mais oui, et puis les Guaranis s'y sont mis aussi. C'est une civilisation, paraît-il, les Guaranis, extrêmement. C'était une très très belle civilisation. Ils l'ont pas du tout détruite, ils l'ont mise en valeur et puis ils les ont sauvés pendant 200 ans, je crois. Oui. Ils les ont mis à l'abri de l'esclavage. Ils leur apprenaient même à écrire les noms chrétiens avec les idéogrammes aztèques et mayas. Ouais. C'est des choses que nous on nous expliquait depuis même enfant que les jésuites, ces gens-là, c'est l'ordre noir, c'est des gens. On a calomnié les jésuites d'une façon absolument incroyable. Et moi j'ai trouvé la fabrique de calomnie contre les jésuites. C'est le fameux Lepage dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai eu accès à ses archives. C'était un gars, il passait ses journées à prendre des notes sur tout ce qui se passait. Donc on veut savoir le point de vue janséniste sur tel ou tel événement. C'est aux archives de Port-Royal. Il y a tous les machins Lepage. Il écrivait une écriture patte de mouche, mais très bien formé. On peut tout savoir. Voilà. Et toutes les calomnies contre les jésuites, c'est lui qui les fabriquait. Alors quelquefois, on retrouve des horreurs sur les jésuites signées par Machin et Tartampion. Mais quand vous remontez dans les archives de Lepage, vous voyez où était la fabrique. Alors, il fabriquait les calomnies et les horreurs et les machins et les pamphlets, puis après ça passait sous un autre nom. Et donc là, pour finir, vos prochains travaux, ça va porter sur Voltaire. Je continue sur les Lumières et Voltaire, pas l'instant. Mais j'ai encore plein de trucs dans ma besace. J'ai encore plein de trucs. Et une dernière question, est-ce que vous voyez une accélération, par exemple, dans le public qui accueille vos travaux, et finalement une sorte de bouillonnement un petit peu quand même, même une conférence comme ça, le public est assez hétéroclite et tout, les gens sont de plus en plus informés sur des sujets pointus. C'est un bouillonnement, oui. Alors est-ce qu'on peut considérer qu'on est un peu... La Révolution française, elle a pris naissance dans les clubs de pensée, en fait, quoi. Est-ce que finalement tous ces réseaux qui commencent à se mettre en place, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer ce rôle-là? Est-ce qu'on est dans quelque chose peut-être de pré-révolutionnaire? Je crois que c'est pas du tout pareil que les clubs de pensée, parce que les clubs de pensée, c'était des trucs qui étaient sur une idée de destruction. C'était la destruction du catholicisme et de la royauté, je pense que c'est vraiment comme ça. Et puis de faire passer les idées libérales et d'ouvrir la voie au capitalisme mondial, je pense que c'était ça le truc. Donc les clubs de pensée, c'était pour faire avancer ces idées-là qui avaient été élaborées ailleurs. Alors que je pense que ce que nous vivons, c'est un bouillonnement qui se nourrit lui-même de quelque chose dont on ne sait pas encore ce qui va éclore. Je pense que c'est très beau ce qui se passe. Oui. C'est très très beau ce qui se passe. C'est très émouvant. Je sais vraiment pas ce qui va sortir de là. Je sais vraiment pas ce qui va sortir de là. Mais je pense que ce qu'il faut faire là-dedans, et je dis toujours il faut, il paraît que je suis une moralisatrice emmerdante, mais bon, je suis comme ça, on se fait pas.
Ce qu'il faut faire là-dedans, c'est chacun sa part du mieux qu'on peut. Puis après, ce qui en sortira, ça peut être que mieux que là d'où on est, parce que ce monde de marchandisation du corps humain, de mariage, de sodomie, non, ça c'est... C'est pas qu'on a passé la ligne rouge, là. Elle est loin derrière maintenant. On est dans l'abjection la plus absolue. Je veux dire, moi, dans mon village, je me suis présenté aux élections. Bon, tout le monde le sait. Je me suis présenté pour Dupont-Aignan. Donc, j'ai fait une profession de foi. J'ai envoyé ma profession de foi à un certain nombre de gens. Et dans la profession de foi, je marie. Et le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Je n'ai pas dit plus. Je me suis fait incendier, discriminé, ostracisé dans une instance, bon, peu importe, mais dans mon coin là-bas, pour avoir écrit que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire que maintenant, c'est la mort sociale pour celui qui dit que... Non mais, où on va? Alors bon, j'ai rigolé très très fort quand on m'a rapporté le truc. Mais je sais qui dit quoi, et je sais ce qu'ils sont capables de me faire, enfin, ce qu'ils croient qu'ils sont capables de me faire. Je les attends au tournant. Parce qu'on est quand même plus nombreux à être contre. Il ne faut pas oublier ça. Le nombre, c'est nous, c'est pas eux. Mais l'organisation, c'est quand même... Oui, maintenant, je trouve qu'on commence à être pas mauvais. Ouais. Mais sauf qu'eux, en coulisses, ils se transmettent le flambeau de génération en génération, d'une certaine manière, avec leur projet, quand même. Ouais, mais enfin, eux, c'est des dégénérés et pas nous. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'avenir, il est à nous. Pas eux. Ça, c'est clair. Je veux dire, les partisans de la marchandisation du corps humain ne sont pas des gens qui ont un avenir. Les violeurs de gosses ne sont pas des gens qui ont un avenir. Il faut le savoir, ça, quand même. Ah oui, alors ça, peut-être finir là-dessus. Vous avez évoqué ça dans la conférence. Vous avez dit que finalement, tout ce qui est pédophilie, réseau pédophile et tout, pour vous, ça va finir par sortir bientôt sur la place publique. C'est en train. Oui, on a un peu vu ça avec des gens qui viennent. Mais oui, les gens parlent. Les gens n'ont pas parlé avant parce que ça servait à rien de parler, on vous faisait taire. Maintenant, avec Internet, les affaires d'abus sur enfants, ce sont des choses qui se communiquent, qui sont... Je raconte, Louis XIV a trouvé, il est tombé sur une réalité pédocriminelle de son temps, épouvantable. Et parce qu'il était le roi, bien qu'il soit le roi, ou parce qu'il était le roi, il a été obligé, alors qu'il voulait vraiment aller au bout, tellement il était horrifié, il a été obligé de mettre l'étouffoir dessus, parce qu'il n'avait pas les moyens de faire péter le truc. Sans faire péter le reste. Et le reste, c'est son pays, quoi. Alors que ça veut dire que du sommet, on ne peut pas faire sauter le truc. Alors qu'à mon avis, de la base, on peut. Et je pense que la perpétuation de ce crime, c'est la peur. Et quand les gens n'auront plus peur, et ça vient. Il y a des gens, on a vu ce père-là qui accuse directement devant la caméra tel ministre d'avoir violé sa gosse et tout. Pour ces trucs-là, les gens n'ont plus peur. Damien, il n'avait plus peur. Damien, il s'agissait de la vie des enfants. Parce qu'en Belgique, par exemple, au moment de l'affaire du trou, il y a eu ce qu'il appelle la marche blanche. Il y avait, je crois, 1 million de personnes qui marchaient. Oui, enfin non, ça faisait 200 000. 200 000 pour Bruxelles, c'était déjà pas mal. Et ils avaient arrosé même, je crois, l'Assemblée nationale avec le palais de justice, avec les pompiers. Ouais, c'était magnifique. Mais après, ça s'est quand même retombé, finalement, d'une certaine manière. Les mouvements de ce type sont des mouvements sur la durée, sur le long terme. À l'échelle humaine, on voudrait voir le résultat tout de suite. C'est plus lent que ça. C'est plus lent que ça. On est impatient. Il faut faire sa part tous les jours et savoir que ça arrivera même si on n'est pas là pour le voir. Le désespoir, je crois, naît du fait qu'on fait le bien et qu'on voudrait que le résultat de ce qu'on a fait nous apparaisse. Et malheureusement, la vie est ainsi faite qu'il n'y a aucune obligation qu'on le voit. Donc on est obligé de bien faire sans avoir l'espoir d'en voir le résultat. Moi, je me suis battue pendant 30 ans pour vous parler aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Et j'y croyais plus quand c'est arrivé. Mais c'est arrivé quand même. Donc je pense que vraiment le désespoir naît de l'impatience. C'est un peu le regard de l'historienne aussi, ça. De voir que le temps historique, c'est pas le temps de l'individu, malheureusement. Exactement. Pour nous, 10 ans, c'est beaucoup. À l'échelle de l'histoire, c'est quoi, 10 ans? Exactement. Et c'est vrai, moi, je l'entends, un tel, les gens que j'aime bien qui me disent « Mais c'est urgent. » Oui, c'est urgent de le faire. Mais il n'y a pas d'urgence à s'imaginer que ça va éclore demain matin. C'est tout. C'est vraiment une question de... C'est-à-dire qu'il y a deux échelles. L'échelle sur laquelle on peut quelque chose, c'est
Le bonheur quotidien, c'est maintenant qu'il faut se le faire. C'est maintenant qu'il faut se faire une belle vie, qu'il faut entretenir des belles relations avec les gens, il faut être heureux. Je pense qu'il faut être heureux. Il faut essayer de se donner le maximum de bonheur et d'en distribuer au maximum autour de soi. Et puis lutter pour le moyen ou le long terme. Lutter pour une échéance qu'on ne connaît pas. Lutter pour se faire une vie quotidienne la plus belle possible, tout de suite maintenant, et lutter pour un truc qui probablement nous échappera. Et je pense que les deux sont indispensables. D'abord parce que pour être heureux au quotidien, il faut avoir de soi une bonne image. Et je pense que l'estime qu'on peut avoir de soi, elle est fonction de sa capacité, effectivement, à s'engager pour des trucs qu'on maîtrise pas pour le futur. Alors il y a des gens qui appellent ça l'au-delà, c'est pas forcément l'au-delà, c'est peut-être après-demain, je sais pas. Mais c'est pour une échéance qu'on maîtrise pas. C'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent les idéalistes, même en politique et tout, ont tendance à se dire je serai heureux quand la révolution sera passée. Enfin, finalement, ils se battent pour une cause et ils mettent de côté leur vie et ils deviennent. Faut faire l'inverse. Et là, ils peuvent devenir un peu des jansénistes d'une certaine manière. Il faut faire l'inverse. Il faut vivre pour soi maintenant. Faut essayer au maximum de s'organiser une belle vie, puis les temps sont de plus en plus durs. Oui. Mais même dans les trucs les plus durs, on peut créer des éblouissements de solidarité, de trucs. On peut vivre des moments super. Moi, j'en vis de plus en plus. Mais vraiment des moments très émouvants, très beaux, bon. Et ça, il faut se le ménager vraiment au quotidien, quoi. Mais lutter dans le futur parce que le futur sera mieux, non, c'est parce qu'il faut le faire, je pense qu'on le fait. Je pense qu'il faut le faire parce que pas pour être heureux plus tard. Être heureux plus tard, ça vient jamais, ça. C'est maintenant. Être heureux plus tard, je pense que ça vient jamais. C'est vraiment le truc qu'il faut pas projeter le bonheur plus tard, quoi. Il faut être heureux maintenant. Il faut en profiter maintenant. La première gorgée de bière, là, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Moi, il y a des moments dans ma campagne, là. Il y a des matins où je me lève, où je vois cette beauté, je fais. Ou alors quand j'écoute un morceau de musique sublime, qu'est-ce que c'est bon. Et ça, les marchands, ils pourront pas nous l'enlever. Ah non, ils pourront pas nous le vendre. Ils pourront pas nous le vendre. Un repas avec des gens qu'on aime bien autour d'une table, il y a des moments précieux, quoi. C'est des communions, hein. C'est des communions. Il y a des moments où on sent, oh là là, ce que c'est bon. Puis c'est incommunicable, c'est indestructible, c'est du vécu. Il faut se remplir de ça. C'est ça, je pense, la capacité à être heureux. Je pense que les gens qui ont voulu me détruire, pour mon père notamment, parce que lui, ça a été quand même le grand destructeur en chef, je crois que c'était ça qu'il essayait vraiment de détruire en moi, cette capacité à être joyeuse, à être heureuse, C'était le truc qu'il... Bon, parce que lui, il avait ses problèmes aussi, c'était vraiment ça qu'il essayait de casser, quoi. Et le fait qu'il n'ait pas réussi à le casser, avec toute la gomme qu'il a mise, je suis quand même assez contente de moi. Très bien. Bon, on finira sur cette note optimiste. Merci Marion, et puis à bientôt pour la suite. À bientôt, à une prochaine fois. Oui.